Donc la réforme du deuxième cycle amène un changement paradigmatique pédagogique et s'inscrit dans une réforme plus globale des études de santé avec la réforme du premier cycle et puis la réforme du troisième cycle avec, pour le deuxième et le troisième cycle, un développement des compétences qui est au centre des modalités d'apprentissage pour changer par rapport à ce qui était historiquement fait, qui était surtout une valorisation de l'acquisition de connaissances. Alors comment ces choses-là sont organisées? Eh bien, il y a eu un changement en termes de programme, non pas de nombre d'items abordés, puisque ce nombre-là, tant qu'à faire, est un petit peu plus important, mais une réduction en termes de profondeur de connaissances de chaque item, ce qui permet finalement de réduire un peu les connaissances qui sont exigibles d'un étudiant de deuxième cycle, mais en contrepartie, une évaluation et une nécessité de développement de compétences médicales avec l'idée de répondre à la problématique qui avait été objectivée aux États-Unis, au Canada, dans beaucoup de pays et en France un peu plus tard, d'un gap entre ce qu'on validait d'une fin de deuxième cycle et de ce qui était attendu au premier jour du troisième cycle, c'est-à-dire le premier jour d'interne où on voyait finalement des étudiants qui sachant avec beaucoup d'éléments de connaissances mais assez peu de compétences et ne savant pas par exemple prescrire une perfusion, ce qui peut être gênant pour commencer le troisième cycle. Donc ça c'est le concept global de la réforme du deuxième cycle et comment elle s'articule. Il y a eu plusieurs éléments, il y a donc une réduction du contenu global de connaissances. L'objectif était 30%, c'est probablement un peu moins que ça en termes d'objectifs, mais ça permet de réduire le temps d'acquisition des connaissances du deuxième cycle pour une acquisition qui se termine en fin de cinquième année avec l'objectif d'une sixième année qui est plus professionnalisante. Sur le plan de l'évaluation, c'est cet élément-là qui dirige beaucoup cette réforme. Eh bien, il y a non plus, comme aujourd'hui, un seul grand classement national avec cette CNI, la grand-messe de juin, de fin de sixième année, où tous les étudiants passent un grand examen qui est en 100% QCM avec un classement national. Eh bien, il y a une évaluation multimodale. Il y a donc ce qu'on appelle l'épreuve dématérialisée nationale, l'EDN qui remplace le CNI, c'est-à-dire une épreuve tablette qui se passe en début de sixième année. Et cet examen-là se fait avec des modalités docimologiques beaucoup plus larges que le 100% QCM historique. On pourrait rentrer dans le détail, mais des questions à réponse unique avec des nombres de réponses précisées ou les QCM standards, mais aussi des zones à pointer. C'est-à-dire qu'on peut mettre une image et demander à l'étudiant de mettre une ou deux ou trois zones. Par exemple, demander où est-ce qu'est l'anomalie qui explique le symptôme du malade sur un pneumothorax. Et là, l'étudiant doit cliquer sur la radio de thorax. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus proche de la compétence médicale. Des questions à réponse ouverte et courte où l'étudiant doit proposer une hypothèse et non pas cocher parmi cinq propositions. Donc c'est un élément qui est assez intéressant. Et du test de concordance de script, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui cherche à évaluer les micro-étapes du raisonnement diagnostique. Et puis, à cet examen tablette qui ressemble d'assez près aux ECNI avec ses modalités docimologiques plus larges, s'ajoute une évaluation, un oral, une évaluation des compétences par ce qu'on appelle les ECOS, les examens cliniques objectifs structurés, c'est-à-dire une évaluation très standardisée sur des scénarios où l'étudiant, pendant 7 minutes, va essayer de démontrer ses compétences. Et donc, il y a une évaluation avec une grille très standardisée. Et l'objectif en mai de DFASM 3, c'est-à-dire en fin de sixième année, d'une évaluation sur 10 scénarios des compétences des étudiants. Et basé sur ces résultats aux EDN et aux ECOS, un classement des étudiants qui va être différencié en fonction de son objectif en termes de choix de DES. Je vais m'expliquer un tout petit peu, mais pour rentrer dans le détail, en plus de l'épreuve dématérialisée nationale et des ECOS, se rajoute un troisième élément, le troisième pied du classement des étudiants pour le choix d'entrer dans le troisième cycle, qui est le parcours. Le parcours, c'est 10% de la note totale de ce classement et cherche à évaluer, à valoriser des éléments de parcours spécifiques, d'une unité d'enseignement supplémentaire hors médecine, d'un stage à l'étranger de 6 mois, d'un an, d'un niveau d'anglais. Et donc en fait cette note de parcours qui est facilement saturable à 60 points, c'est-à-dire que
En toute théorie, normalement, tous les étudiants doivent pouvoir atteindre ce 60 points, mais ça impose aux étudiants quelques éléments qui font ouvrir un peu l'esprit et ne pas être complètement le nez dans le guidon de la médecine tout au long de leur parcours. Et donc, on a une note d'épreuve dématérialisée nationale qui représente 60% de la note, une note d'Écosse, examen clinique objectif structuré, qui représente 30% de la note, et la note de parcours saturable qui vaut pour 10%. Et basé sur ces trois éléments-là, l'étudiant peut être classé et il va émettre un peu comme Parcoursup, avec un gros bénéfice par rapport à Parcoursup, qui est que c'est un algorithme qui positionne l'étudiant et non pas un choix des différents établissements auxquels postule l'étudiant, mais l'étudiant va faire des vœux de spécialité, de ville. Et il va être classé par rapport aux étudiants qui font ces mêmes vœux en fonction de ces donc 60% de notes sur EDN, 30% Écosse et 10% parcours. La petite subtilité supplémentaire, c'est que la note d'EDN va être pondérée en fonction du choix de DES. C'est-à-dire qu'un interne qui veut faire psychiatrie, eh bien si à l'épreuve dématérialisée, il est plus performant sur les questions de psychiatrie, eh bien, à note globale équivalente, il sera mieux classé qu'un autre étudiant s'il a performé pour ces questions de psychiatrie. Par contre, s'il choisit un DES de pédiatrie et qu'il a performé en psychiatrie, il sera moins bien classé qu'un étudiant qui aurait globalement la même note, mais qui aurait mieux performé sur les questions de pédiatrie. Donc ça, c'est un élément important, c'est-à-dire d'avoir une meilleure adéquation entre la performance de l'étudiant aux épreuves nationales, aux évaluations nationales, et le choix de DES. Un autre élément extrêmement important de cette réforme et qui va modifier de manière assez significative le comportement des étudiants au cours du deuxième cycle, c'est une note minimale pour pouvoir entrer dans le troisième cycle. Historiquement, les UFR validaient le deuxième cycle validé, l'étudiant pouvait s'inscrire aux ECNI et à partir du moment où l'étudiant participait aux ECNI, quel que soit son résultat, même le plus mauvais, il entrait dans le troisième cycle. À partir de la réforme, et donc qui rentre effectivement en jeu pour les DFA-SM3 de 2023, il y a une note minimale aux EDN et aux Écosses pour pouvoir entrer dans le troisième cycle. Et cette note minimale va pousser les étudiants les moins motivés à tout de même travailler un petit peu plus, puisque les derniers classés aux ECNI avaient des performances probablement insuffisantes pour être internes au décours de leur année. Alors le troisième cycle, la réforme a été mise en place en 2017. Les éléments clés qui dirigent cette réforme, c'était, je crois, globalement un choix ministériel de complètement, on va dire, bloquer le choix de DES de manière très précoce. C'est-à-dire que l'étudiant ne choisit pas une spécialité médicale ou chirurgicale, mais choisit d'emblée son DES parmi 44 choix. Donc ça, c'était dans un objectif de contingenter chaque spécialité. Donc, ça, c'était un objectif ministériel, je crois. Néanmoins, il y a eu un certain nombre d'évolutions pédagogiques de cette réforme du troisième cycle qui est probablement pertinente, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En pratique, historiquement, les internes choisissaient leur stage en fonction de l'ancienneté. Et là, globalement, les étudiants ont été, enfin l'internat ou les études de troisième cycle ont été séquencées en 3 périodes. Ce qu'on appelle la phase socle, qui dure 1 an ou 2 ans en fonction des spécialités, mais pour les spécialités médicales, c'est 1 an. Une phase d'approfondissement qui dure entre 2 et 3 ans pour les spécialités médicales, mais donc pour les DES en 5 ans, comme le DES MIR, eh bien cette phase d'approfondissement dure 3 ans. Et puis une phase de consolidation où les internes ne sont plus internes, ils sont thésés en médecine, ils sont donc dénommés les docteurs juniors, qui dure 1 an, alors que pour certaines spécialités chirurgicales, c'est plutôt 2 ans. Donc vous voyez un internat qui varie entre 3 et 6 ans aujourd'hui, et pour le DES MIR qui dure 5 ans. L'intérêt de ces choses-là, c'est que ça permet de donner des objectifs pédagogiques différenciés en fonction des étapes et d'ouvrir des choix de stage qui sont spécifiques à chacune des étapes du développement des compétences des étudiants au cours de leur troisième cycle, avec la possibilité, et ça c'est un élément intéressant, c'est que dès la première année, d'avoir accès à des stages à valence pédagogique très forte, alors qu'historiquement on pouvait devoir attendre en fonction du classement la deuxième ou la troisième année pour y avoir accès. Donc ça ouvre finalement l'accès à des stages très spécifiques pour la phase socle
qui ont cette valence pédagogique. Et puis ensuite, le reste se passe de manière un petit peu standard durant la phase d'approfondissement. L'un des éléments importants, c'est ce qu'on appelle un projet de formation, alors qui n'est pas tellement en place, mais avec un tutorat et un projet de formation, un contrat de formation dans le texte de loi, que l'étudiant doit signer avec le coordonnateur du DES régional et avec le doyen. Et des validations à chacune des étapes. C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'a pas atteint le niveau requis à la fin de la phase SOC peut rester en phase SOC pour approfondir et prendre le temps qu'il a pour obtenir le niveau ou avancer. Mais il y a une évaluation à la fin de chaque étape, la phase SOC, la phase d'approfondissement et la phase de consolidation. L'un des éléments très décisifs par rapport à avant, c'est que pour pouvoir entrer en phase de docteur junior, de consolidation, donc la dernière étape, la cinquième année pour le DES MIR, c'est que l'étudiant doit avoir validé sa thèse de médecine. Il doit avoir soutenu sa thèse de médecine avant le mois d'octobre de sa quatrième année. Donc ça, c'est un élément important puisque ça modifie le comportement des étudiants vis-à-vis de cette thèse de médecine qui pouvait être de temps en temps fait plus tardivement. Et ça permet à l'étudiant, à la fois de faire des remplacements, il peut les faire avant, mais d'être inscrit à l'ordre des médecins dès la phase de docteur junior, ce qui est un prérequis pour entrer dans la phase de docteur junior, mais donc de prescrire et de gagner en autonomie durant cette phase de docteur junior. Quel est l'objectif final de tout ça? C'est qu'un étudiant qui obtient le DES en fin de cinquième année pour le DES MIR est paré pour prendre n'importe quel poste de chef au décours. Il n'y a pas de nécessité d'une validation post-internat. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de pertinence pédagogique, mais il n'y a pas de nécessité légale. Et un étudiant à qui on donne le DES-MIR en fin de cinquième année peut, par exemple, postuler à un poste de PH. Il n'y a pas de prérequis de post-internat pour valider son diplôme.